Bonjour, merci de suivre ce live spécial orientation que nous organisons aujourd'hui. Alors, le thème qui est retenu maintenant, c'est d'opter pour une année de césure. Dans quel cas on peut opter pour une année de césure? Que l'on ait réussi son bac ou finalement que l'on ait échoué? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Alors, pour répondre à ces questions, nous recevons Yasmina, qui est rédactrice en chef à Studierma Emploi et qui connaît bien les problèmes d'année de césure, d'orientation, de job, de stage, et qui va donc répondre aux questions que se posent les internautes aujourd'hui. Alors Yasmina, déjà première question, est-ce que l'année de césure est un bon choix? Oui, ça peut être effectivement un bon choix pour les bacheliers qui ont décroché ou pas forcément le bac, en tout cas des jeunes qui n'auraient pas décroché le bac. Ça peut être un bon choix dans le sens où effectivement c'est un moment, disons, plutôt opportun. On n'a pas encore entamé donc, des études supérieures, on n'interrompt pas un cycle. Donc effectivement ça peut être une bonne période en tout cas pour se lancer et tenter autre chose que des études. C'est une bonne période à la fois pour ceux qui ont réussi et puis qui savent peut-être pas forcément quoi faire, et puis pour ceux qui ont échoué, alors plutôt que de se précipiter sur n'importe quoi, de réfléchir pendant un an. Tout à fait. Alors du coup, effectivement, on ne peut pas rester non plus les bras croisés. Donc les options qui peuvent s'offrir donc, à tous ces jeunes, c'est pourquoi pas donc, décrocher un premier emploi ou un job étudiant. Donc il y a plusieurs pistes. C'est vrai quand on est peu ou pas qualifié, il y a quand même des métiers qui restent accessibles. Il y a des jobs étudiants typiques qu'on peut avoir à l'année ou des jobs saisonniers. Ça dépend ce qu'on a envie de faire et le projet qu'on a. Généralement, les métiers peu qualifiés, on va les trouver dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme. Après, il y a d'autres jobs, des métiers de la vente, etc. Ce genre de choses qui restent accessibles, en tout cas à des jeunes qui sont peu ou pas qualifiés. Oui, sachant que là, il y a une optique évidemment de financement, mais on peut aussi se couper du milieu des études. Parfois, c'est difficile de revenir dans les études quand on a pris un an. Difficile, oui et non. Après, reste à chacun effectivement de se réinvestir après dans son futur cursus, mais je ne pense pas que ce soit en tout cas un frein que de partir, enfin de faire autre chose que des études supérieures tout de suite après le lycée ou le bac. Alors, une des grandes options qui est recommandée parfois, c'est tout ce qui va être séjour linguistique, séjour au pair, tout ce qui va être immersion à l'international. C'est une bonne solution, ça? Ça peut en être une. Après, il faut quand même se dire que quand on part à l'étranger, donc il faut être quand même assez autonome, dégourdi, parce que alors, ça dépend ce qu'on va y faire à l'étranger. Il y a plusieurs options également. Soit on va essayer de trouver un job, et là, dans ce cas-là, effectivement, c'est une recherche d'emploi, j'ai envie de dire, classique. On peut faire appel à certains organismes qui peuvent aider ou en tout cas accompagner, mais charge à chacun, effectivement, après, de trouver une entreprise qui va les recruter. On peut passer aussi par des organismes qui peuvent aider les jeunes pour trouver, pourquoi pas, un séjour au pair, ce genre de choses. En tout cas, ça reste effectivement des possibilités. Il y a beaucoup d'organismes qui existent pour placer des jeunes à l'étranger. Est-ce qu'il y a des critères pour les choisir, des sortes d'habilitation Après, il y a effectivement des organismes qui accréditent, disons, effectivement, ces organismes. On peut citer l'UNOCEL, qui justement encadre certaines entreprises, sociétés, donc qui aident les jeunes à partir à l'étranger pour des séjours linguistiques, pour des séjours au pair. Marie nous dit qu'elle voudrait travailler à l'étranger. Elle demande quel est le pays où elle a le plus de chances de trouver un job. Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas un pays où on a le plus de chances de trouver un job. Dans chaque pays, il peut y avoir des opportunités. J'ai envie de dire, c'est en fonction effectivement de son profil, de son projet. C'est vrai que la majorité des Français, des jeunes Français partent plutôt dans des pays anglo-saxons. Donc la Grande-Bretagne pour la proximité. Il y en a qui vont un petit peu plus loin et qui tentent pourquoi pas l'Australie, le Canada. Sachant que pour la parenthèse, pour certains jeunes, il existe un visa vacances-travail qui permet effectivement donc à ces jeunes de trouver un emploi, de travailler tout en se payant entre guillemets des vacances. Ça concerne 6 pays aujourd'hui, dont effectivement le Canada, je le citais, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Argentine et je ne sais plus si j'en ai oublié. Et comment peut-on faire pour trouver ces offres de job à l'international? Il n'y a pas de secret, c'est de la recherche, c'est comme n'importe quelle recherche d'emploi. Donc il y a des organismes, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent accompagner. Donc évidemment, il y a le Pôle emploi international vers lequel on peut se tourner, qui publie des offres. Il y a aussi la Maison des Français à l'étranger qui peut aussi informer et conseiller tous ceux qui souhaitent partir dans différentes destinations.
Et le volontariat international, c'est une piste? Alors, volontariat international, effectivement, c'est une piste, sachant que, attention, il ne faut pas confondre effectivement volontariat et job. Comme son nom l'indique, le volontariat, donc c'est une démarche qu'on fait, une démarche propre, et on n'est pas forcément rémunéré à côté. Ça nécessite effectivement d'organiser son déplacement. Donc, il y a des frais, les frais de justement, donc les billets d'avion, son hébergement sur place, etc. Certains organismes, associations, ONG parfois prennent en charge ces frais-là, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors justement, puisque vous parlez des ONG, Pierre nous dit qu'il est très motivé par l'humanitaire et nous demande quelles sont ses options. Alors peut-être que c'est un peu technique pour lui répondre sur quelles sont les options disponibles en humanitaire, mais est-ce que d'aller travailler dans une ONG, une œuvre caritative, ça peut être une bonne chose pendant un an? Oui, pourquoi pas. Effectivement, encore une fois, ça dépend ce qu'on fait. Il faut quand même que ça s'inscrive entre guillemets dans un certain projet, parce que c'est vrai qu'il faut toujours penser à ce qu'on va faire après au retour. Si l'objectif c'est de reprendre ses études, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Il va falloir en tout cas mettre à profit cette expérience-là dans son futur projet professionnel. C'est vrai que quand on part pour faire une mission humanitaire, on développe certaines qualités. Ça nous permet effectivement donc d'être plus débrouillard. Enfin voilà, il y a des qualités qu'on pourra mettre en avant un peu plus tard. Ça pourra faciliter effectivement peut-être donc la poursuite d'études, une orientation spécifique, essayer d'intégrer une école en particulier, je ne sais pas, ça peut, en tout cas voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Maggie vous dit qu'elle a eu son bac, qu'elle ne sait pas trop quelle école choisir, qu'elle veut améliorer son anglais, donc partir à l'étranger. Et elle se demande si ça ne va pas un peu la pénaliser à son retour. Non, il y a encore une fois, pour moi, je ne vois pas ce qui peut être pénalisant. Faire une année off, je vous dis encore une fois, après le bac, c'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs moments. Sinon, après, quand on peut partir à l'étranger, c'est plutôt dans le cadre d'un stage avec Erasmus, etc. Mais ça ne peut pas être pénalisant. Ça dépend ce qu'on va y faire. Encore une fois, si effectivement elle a envie de partir au pair ou trouver un job, etc. et d'améliorer son anglais, découvrir une autre culture, ça peut de toute façon l'enrichir, elle personnellement, mais aussi après, ça peut être un enrichissement professionnel pour la suite. Il y a beaucoup d'opportunités pour les Français d'avoir, par exemple, des séjours au pair à l'étranger. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, effectivement. Après, reste à chacun de voir, de s'adresser aux bons organismes. On peut partir aussi sans passer par un organisme, mais là, c'est la difficulté, c'est effectivement de trouver, quand on est au pair, une famille. Il y a beaucoup de sites internet qui proposent justement de mettre en relation famille et jeunes. Mais du coup, effectivement, il faut quand même être bienveillant et faire attention à qui on s'adresse. Voilà, il n'y a pas de garantie. C'est vrai que dans le cadre d'une démarche via un organisme, on essaie quand même un petit peu plus sécurisé, on sait si on a un problème sur place, vers qui se tourner, etc. Puis bien se renseigner sur ce qu'est un séjour au pair. Hein. Tout à fait. Le séjour au pair, comme tout le monde, j'imagine, le pense, effectivement. Donc, en échange d'un hébergement, du gîte et du couvert, disons, on est là pour essayer de faire un petit peu de babysitting, encadrer les enfants sur place, etc. Ça permet effectivement d'apprendre la langue aussi, c'est important. Je pense que c'est l'un des objectifs principaux. Mais voilà, en tout cas, il faut faire attention, effectivement, à ne pas partir n'importe comment. Voilà. À bien choisir. Si on a un garçon, on peut faire séjour au pair? Bien sûr, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de filles qui le font parce que, on va dire que les familles sont peut-être un peu moins méfiantes, entre guillemets, mais effectivement, il y a plein de jeunes hommes qui peuvent partir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir au minimum, évidemment, 18 ans. J'ai envie de dire, le mieux, c'est de ne pas être fumeur aussi, c'est important pour une famille quand on garde des enfants, qu'on s'occupe d'enfants. Donc voilà, si on a des petites expériences de babysitting, d'animation, d'encadrement d'enfants, etc., ça peut effectivement être un plus, en tout cas pour la candidature. Et puis peut-être rappeler que quand on fait une année de césure à l'étranger, il faut penser à faire ces formalités pour se réinscrire. Tout à fait, ça ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'après, une fois qu'il faut préparer aussi son retour, on part, mais il faut penser aussi à la suite, à l'avenir. Donc effectivement, là après, il faut s'organiser. Donc là, après, il y a des démarches à faire, des inscriptions. Il faut voir en fonction de ce qu'on a envie de faire, université, école, etc. Et notamment bien se remettre dans le process APB, dès le mois de janvier, y compris si on a un séjour au pair. Parce que c'est là un des principaux dangers, c'est qu'on est pris par son ambiance internationale, pris par l'atmosphère, et puis on oublie que il faut après une inscription et ne pas rater effectivement après les futures inscriptions. Tout à fait. Alors, il y a un certain nombre de jeunes qui sont tentés, qui viennent d'avoir le bac, et donc qui sont tentés effectivement par cette année de césure. Mais souvent, c'est les parents les plus frileux. Du moins régulièrement, c'est les parents qui sont un peu plus inquiets. Est-ce que, d'abord, il va faire quoi? Puis surtout, est-ce qu'il ne va pas être vraiment pénalisé? On a déjà abordé cette question, mais, tout à fait. Mais voilà, c'est son retour, c'est préparer son retour. Est-ce qu'il va être dans de bonnes conditions? Est-ce qu'un recruteur, dans une école ou même dans son CV, est-ce que ça sera un plus? Est-ce qu'on ne va pas le pénaliser de ne pas avoir tout de suite fait une formation? Non, je ne pense pas. Encore une fois, de mon point de vue, ce n'est pas pénalisant pour le jeune, dans le sens où après, quand il est parti pour faire un séjour à l'étranger, faire un job, un stage, pourquoi pas
enfin qu'importe, il a pu développer certaines compétences, acquérir un certain niveau en langue notamment, donc ça ne peut être qu'un plus pour lui. Ça prouve effectivement qu'il a envie d'avancer, de découvrir de nouvelles choses, voilà. Donc je pense qu'en tout cas pour une école, tant pour des entreprises, ça peut être vraiment un atout pour la suite par rapport à d'autres jeunes qui n'ont pas eu ce type d'expérience. Sophie revient sur les séjours au pair et nous demande si c'est facile de trouver une famille d'accueil. Comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement donc soit on passe par des agences qui sont spécialisées, donc après encore une fois faire attention à l'agence à qui on fait appel. Il faut généralement payer, il y a des frais effectivement à régler à ces agences. Ça tourne généralement en fonction des agences entre 150 à 350 euros, donc c'est quand même aussi un budget. Et sinon on peut trouver des familles par ses propres moyens. Donc là encore, regardez, surfez sur le net et il y a toujours des familles qui font appel, qui recherchent des jeunes. On peut faire aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, la Maison des Français de l'étranger qui peut accompagner, aider, informer. Guy nous dit, moi je souhaiterais faire 2 années de césure. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça ne pénalisera pas trop de travailler dans le commerce international? Effectivement, après 2 années, qu'est-ce que ce jeune homme après va faire? Si c'est 2 années où il va effectivement avoir cumulé différentes expériences professionnelles, des missions, etc., pourquoi pas? C'est vrai qu'après, je pense qu'une période de 6 à 12 mois, effectivement, le temps d'une année scolaire, ça peut être bien, peut-être après prolongé, j'ai envie de dire, ça peut-être être un frein pour l'avenir, en se disant, bon, ok, il a fait un break d'1 an, c'est peut-être suffisant. Après, il faut quand même rembrayer les études et revenir en France peut-être. Après, ça reste un choix personnel. Si vous pouviez donner 1 ou 2 conseils pratiques à un étudiant, un futur étudiant qui s'interroge et qui se dit, bon, je pars pas. Pour l'étranger, effectivement, donc tout départ à l'étranger, voilà, c'est un projet, donc il faut bien y réfléchir, savoir où on va. C'est vrai qu'après, si on n'a pas de contact sur place, etc., donc c'est vraiment de grosses démarches. C'est quelque chose qui se prépare vraiment très en amont, plusieurs mois à l'avance. Donc c'est quand même un très gros projet. Une fois sur place, il faut toujours aussi penser à son hébergement, à la façon dont on va vivre. Est-ce qu'on va pouvoir, j'ai envie de dire, se loger, se nourrir, etc. Il y a des auberges de jeunesse, il y a plein de choses qui peuvent accompagner, mais c'est vrai qu'après, ça reste en tout cas une aventure dans laquelle il faut quand même être en mesure de se lancer. Donc ça nécessite aussi, c'est vraiment un choix.